Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que dit Marx dans une lettre à Rugg. Il lui dit, contrairement à tous les doctrinaires, les socialistes, contrairement à tous les doctrinaires socialistes qui inventent des systèmes de nouvelles répartitions, nous ne faisons que traduire le vieux rêve de l'humanité depuis que la révolution néolithique a cassé les communautés, vieux rêve qui n'a pas cessé dans les insurrections paysannes, puis dans les insurrections ouvrières, de se matérialiser. Et quel est le projet communiste? Le projet communiste n'est donc pas une construction, c'est notre fibre tripale. Nous sommes tous des êtres dont l'être générique est amené dans un besoin infini à être en relation avec l'autre. Nous sommes profondément communiés dans notre racine tripale. La solitude est par essence l'anti-humanité. Donc nous aspirons à une communauté humaine de relations vraies. Dans le monde actuel, du couple à la famille, en passant par toutes les relations humaines, c'est le marché narcissique des représentations échangistes. Tout est représentation échangiste. Et ça, c'est l'humanité terrifiante. C'est la désolation, c'est l'inhumanité absolue de notre vivre à nous-mêmes. Et ça a pris aujourd'hui dans le capitalisme intégral une forme absolument paranoïaque, parce que dans la schizophrénie des villes contemporaines, pour la première fois, nous sommes des humains dans l'inhumanité la plus absolue. Nos grands-parents, même aliénés par une structure sociale aliénatoire, avaient encore des partitions d'humanité dans un vivre villageois, dans un vivre, le bistrot dans la manufacture où les gens se retrouvaient. Il y avait des vivres collectifs qui marquaient encore l'humanité. Nous sommes entrés aujourd'hui, dit Marx, dans le capitalisme intégral de la schizophrénie absolue. Mais même si nous sommes là-dedans, nous sentons tous en notre tripe que ça ne va pas. Et ce n'est pas un problème de revenus. Même que mes revenus soient résiduels et dérisoires, ou que j'ai un poste dans la banque machin, mes relations humaines sont vides. Mes relations sexuelles sont vides. Mes relations à la nature sont vides. Mes relations culinaires sont vides. Je vis dans l'absolue vacuité de l'insipidité du capital. Et ça, Marx le prévoit, parce que Marx n'écrit pas le Capital pour ce qu'il voit au XIXe siècle. Il anticipe tout ce qui va se passer aujourd'hui au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un détail de l'ingénierie sociale du capital, de la cybernétique, de l'informatique, de la robotisation, qui n'ait été prévu par le livre 2 ou le livre 3. Parce que Marx n'a effectivement pas analysé la biologie du capital, il a anticipé et prévu sa nécrologie. Donc quand je dis que Marx a tout dit, c'est parce que quand on prend la peine de le lire en profondeur à travers les groupes radicaux, parce que très vite après Marx, vous avez eu la social-démocratie et le bolchevisme. La social-démocratie, comme le bolchevisme, c'était des projets de maintenance du salariat, de l'État et de l'argent. Marx, tout de suite, à partir du moment où il a compris ce qui se passait, c'est-à-dire que le capital dévore tout, que le capital retourne tout, que le capital digère tout, n'a pas cessé de dire « tout ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas marxiste ». Qu'est-ce que ça veut dire? Marx dit « je ne suis pas marxiste ». Ça veut dire que dès que Marx produit cette radicalité critique qui fait qu'à partir de la Commune de Paris, on sait qu'il n'y a qu'un seul projet d'émancipation humaine, l'abolition de la politique, l'abolition de l'économie, la destruction de l'État, la destruction de l'argent, il va y avoir effectivement, et comme pour le Christ, une réadaptation aliénatoire. Quand vous lisez les évangiles, vous lisez un texte de radicalité dans l'amour de l'être. Vous vivez un incendie contre les marchands du temple de la marchandise. Le Christ n'a pas fondé une église institutionnelle pour qu'à la droite de l'empereur, il y ait des évêques qui fassent fonctionner l'aliénation domesticatoire. Le Christ n'a pas créé une église étatique. Il a appelé à l'insurrection d'une assemblée d'amour contre toutes les sphères d'argent et contre tous les royaumes du monde du pouvoir. Calvin se réclame du Christ. Calvin se réclame du Christ. Calvin, c'est le VRP de la Banque genevoise. Quel rapport entre Calvin et le Christ? Si ce n'est qu'il faut dénaturer le Christ et que le calvinisme est l'antithèse de l'assemblée radicale du Christ évangélique. C'est pareil pour Lénine et c'est pareil pour la social-démocratie. On va utiliser le renom Marx pour faire exactement le contraire de ce que Marx avait dit. Marx a toujours dit que l'émancipation du prolétariat sera l'œuvre de l'automouvement du prolétariat. Qu'est-ce que disent les sociodémocrates? Qu'est-ce que disent les léninistes? La classe ouvrière, c'est de la merde trade unioniste. Elle est incapable d'avoir une conscience radicale. Il faut créer un parti de spécialistes, des spécialistes qui viennent de la couche moyenne intellectuelle. Parce que l'ouvrier est spontanément trade unioniste. Ça veut dire qu'il est indécrotablement réformiste.
Donc, les grandes impostures du XXe siècle, la social-démocratie et le bolchevisme, sont aux antithèses absolues de ce qu'a dit Marx. Il y a donc un travail radical de réappropriation de Marx à faire, comme il y a un travail de réajustement à la pensée du Christ. Les évangiles sont aux antipodes de toutes les églises d'argent, et Marx est aux antipodes de tous les partis et de tous les syndicats qui ont voulu reproduire l'économie politique. Le sous-titre du Capital, c'est « Critique de l'économie politique ». C'est-à-dire que, du début jusqu'à Proudhon, tout le monde fait de l'économie politique, c'est-à-dire qu'on vous propose de transformer, de rénover, de réajuster, de peindre, de moderniser l'argent, l'État, la politique, l'économie, la géopolitique, toutes les sphères d'aliénation qui nous encasernent et qui font de notre quotidien une domestication esclavagiste. Marx dit, pas parce que ça sort de sa tête, mais parce que c'est l'expression des luttes de classe les plus radicales, abat tous les partis, abat tous les syndicats, l'émancipation de l'humanité sera l'œuvre de l'humanité elle-même, non pas pour modifier l'argent, mais pour détruire l'argent et pour détruire l'État. Parce que l'État et l'argent ne sont pas des structures neutres, ce sont des structures d'aliénation par essence. Alors je vois, il y a toujours le monsieur subjectif qui veut faire un cours et qui dit, mais il ne faut pas confondre l'argent et l'usure. Il faut lire Marx. Marx a expliqué tout ça. Il n'y a pas d'usure s'il n'y a pas d'argent. L'usure n'est pas sortie un bon matin d'un champignon parachuté sur un continent désolé. L'usure est la mécanique du crédit aliénatoire à partir de l'argent. Et l'argent n'est pas un outil neutre. L'argent n'est pas un objet qui est posé là, qui pourrait avoir des utilités positives et des utilités négatives. L'argent, avant d'être un étalon monétaire, et avant d'être un moyen d'échange à partir de la quantification de la valeur qu'il y a dans les marchandises, est une relation aliénatoire historique. Il est d'abord une relation aliénatoire historique. Dans les communautés traditionnelles, il n'y a pas d'échange. Je produis en fonction des besoins que la communauté a besoin de produire. À partir du moment où il y a troc et à partir du moment où il y a échange, le produit s'échappe. Et l'argent vient sanctifier l'aliénation de cette échappée dans le temps et dans l'espace. Donc l'argent est par essence une dynamique aliénatoire qui nous échappe, et ensuite il devient un étalon et ce moyen d'échange. Mais toute cette idée qu'on retrouve à la fois dans le proudhonisme libertaire et dans la catholicité sociale, l'argent ne doit pas être un maître, il doit être un serviteur. Mais c'est une clouderie méthodologique, ça n'a pas de sens. L'argent ne sera jamais un serviteur, parce que quand j'ai de l'argent, c'est pas moi qui ai de l'argent, c'est l'argent qui me possède. Et le grand travail de Marx, c'est d'avoir montré qu'il n'est pas possible d'envisager une construction sociale humaine à partir du moment où il y a l'argent. Non pas parce que l'argent serait quelque chose de sale en soi, même s'il est sale, mais parce qu'il est d'abord la sanction de mon aliénation dans le temps et dans l'histoire d'une production qui m'échappe. Et c'est ça le grand débat Proudhon-Marx. Avant Marx, tout le monde est dans la recomposition aliénatoire de l'économie politique. À partir de Marx, se mettent en mouvement des groupes radicaux qui comprennent que le problème, c'est la critique de l'économie politique. Ce n'est pas le réaménagement de l'aliénation marchande, mais c'est son abolition. Alors, à partir de là, on a deux plans méthodologiques à creuser. Le premier, les positions de Marx et les positions des groupes radicaux. Parce qu'après Marx, quand se crée la social-démocratie et quand se crée le bolchevisme, il y a des groupes radicaux. Peut-être avez-vous entendu parler de Rosa Luxembourg, d'Anton Pankow, de Gorter. C'est-à-dire qu'après Marx, vous avez des groupes ultra-minoritaires que, bien évidemment, l'historiographie du crétinisme universitaire ne vous apprendra jamais, mais qui sont des phares décisifs. C'est-à-dire que, je dis souvent, Charles Maurras ne savait même pas que Lénine existait. Il y avait déjà des groupes radicaux qui se réclamaient de Marx, qui dénonçaient le capitalisme d'État bolchevique, qui n'existait pas encore, mais qui allait nécessairement survenir parce que les théories de Lénine étaient structurellement capitalistes d'État. Dans les années 30, vous aviez des groupes radicaux comme l'Union communiste internationale ou le groupe Bilan, qui, alors qu'ils étaient ultra minoritaires, comprenaient que ce gigantesque cataclysme fascisme-antifascisme allait engager la Deuxième Guerre mondiale, qui allait massacrer des millions de prolétaires, marchandises humaines excédentaires, comme on allait massacrer
et détruire toute la production industrielle excédentaire. Et à Barcelone, en 1937, vous n'avez pas deux camps, vous avez trois camps. Vous avez le camp franquiste et vous avez le camp républicain, et vous avez le camp des barricadiers insurrectionnels que Orwell accompagnera, que Simone Veil accompagnera, et qui dit ni la République ni Franco, révolution sociale. Donc il y a toujours eu, dans les grandes phases historiques, la maintenance de ce courant radical qu'on va voir réapparaître dans les années 60 avec Guy Debord et l'internationale situationniste. C'est-à-dire des groupes qui font une critique radicale du capitalisme contemporain, mais en comprenant que le capitalisme contemporain, c'est et le capitalisme libéral occidental et le capitalisme d'État oriental. Et quand en mai 56, la commune insurrectionnelle de Budapest se mettra en mouvement, vous verrez le capitalisme soviétique et le capitalisme américain se mettre ensemble pour, au moment de l'affaire de Suez, exterminer les ouvriers insurrectionnels de Budapest.